Bonjour à tous, nous allons donc voir dans cette vidéo comment calculer un rapport signal sur bruit et surtout comment calculer la puissance d'un bruit. Pour l'instant, on va justement essayer de comprendre la différence entre le terme signal et le terme bruit et ce qu'on essaie de calculer par la suite. Ici, on imagine qu'en fait on veut transmettre ici un signal, donc qui est un signal, le signal rouge, qui est un signal sinusoïdal alternatif et qui est bruité justement par ce signal vert qu'on voit qui n'est pas périodique, qui est aléatoire, et qui vient s'ajouter au signal rouge ici pour donner le signal bleu, qui est donc le signal bruité. Et on voudrait connaître la proportion justement du signal qui nous intéresse, le signal original, par rapport au bruit. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le rapport signal sur bruit. Et ce bruit, en fait, il a comme source une source interne. Ici, ça veut dire qu'en fait, ce bruit-là, il a été créé, par exemple, par les dipôles qui sont au sein du système qui est censé traiter le signal, par exemple. Donc, il ne faut pas les confondre, par exemple, avec des perturbations extérieures, par exemple des parasites électromagnétiques qui viendraient s'ajouter au signal rouge. Ces parasites, on pourrait toujours les enlever grâce à une cage de Faraday, par exemple. Ici, le bruit, on ne peut pas l'enlever, il va falloir justement pouvoir quantifier le rapport signal sur bruit. Et avant d'arriver au rapport signal sur bruit, il faut tout d'abord définir deux grandeurs. Alors, ce que je vais appeler rapidement la puissance du signal et la puissance du bruit. Et en fait, ces puissances, ça correspond toujours aux puissances moyennes normalisées. Alors, puissance moyenne, normalement, vous devez déjà savoir ce que c'est. Par contre, une puissance normalisée, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour ne pas trop se compliquer la tâche sur les calculs de puissance, en fait, on va imaginer que le signal, il est reçu par une résistance de 1 ohm. Et ce nom, j'ai écrit, c'est un coefficient, c'est-à-dire qu'en fait, on va imaginer que donc, la puissance du signal qui a pour formule, pour définition, on va dire, la tension efficace du signal au carré sur R, ça c'est une formule qu'on a déjà vue ensemble, et bien en fait, on va dire que R vaut 1. Et on va carrément, et là c'est une faute au point de vue unité, on va carrément enlever le R. C'est-à-dire comme il vaut 1, ça va faire UF signal au carré sur 1. Et donc on va dire que la puissance du signal, c'est égal à la tension efficace au carré. On n'a même plus le divisé par R du coup, car on a pris R égale 1. Et on va dire encore pire que la puissance du signal, elle est en volts au carré. Alors que normalement elle est en watts. Mais comme on a imaginé que R valait 1 et qu'on oublie du coup l'unité ohm, eh bien, lui est en volts, ça fait des volts carrés, donc du coup, la puissance est en volts carrés. Et pour bien distinguer justement cette puissance moyenne de l'autre puissance moyenne où on prend en compte R et son unité, on l'appelle puissance moyenne normalisée en fait. Donc normalisée, ça sous-entend qu'en fait, on a pris R égale 1 et que du coup, la puissance est en volts au carré. Même chose pour la puissance du bruit. Donc la puissance du bruit, ça va être la tension efficace du bruit, ici, au carré divisé par R, sauf qu'on prend R égale 1. Du coup, on va avoir la tension efficace du bruit au carré, tout simplement pour la puissance du bruit. Et donc ça donne bien des volts au carré aussi, ici, pour la puissance du bruit. On pourra juste remarquer une chose, je reviens sur la diapositive d'avant, quelque chose que j'ai oublié de dire, mais effectivement, on peut comprendre, vu que c'est un phénomène aléatoire, ce bruit, que la valeur moyenne de ce bruit est nulle, globalement. Il y a autant de chances de taper au-dessus qu'en dessous de zéro, si vous voulez. Donc, globalement, ici, la valeur moyenne va être nulle. Après, on peut aussi essayer de comprendre que la valeur efficace du coup de ce signal, qui est un bruit, ne va pas être nulle. Du coup, la puissance du bruit n'est pas nulle non plus. Maintenant, on va définir justement ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Le rapport signal sur bruit, eh bien, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, signal sur bruit, eh bien, la puissance moyenne normalisée du signal sur la puissance moyenne normalisée du bruit. Et du coup, si on remplace par les formules qu'on a vues juste avant, ça donne la tension efficace du signal au carré sur la tension efficace du bruit au carré. Et du coup, ici, on a des volts au carré, ici, on a des volts au carré. Donc, le rapport signal sur bruit n'a pas d'unité. Et même chose ici, à volt au carré, donc lui n'a pas d'unité. Ce qui veut dire qu'en fait, la valeur limite, en fait, ici, c'est 1. C'est-à-dire que si on a un rapport signal sur bruit qui est plus grand que 1, du coup, la puissance du signal est plus grande que la puissance du bruit. Et du coup, on a bien, si vous voulez, le signal important, ce qui compte, qui est plus grand en puissance que le bruit. Donc, c'est plutôt ce qu'on souhaite en général. Mais parfois, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la puissance du bruit qui est plus importante que la puissance du signal. Et du coup, on a un rapport signal sur bruit qui est plus petit que 1. Donc là, clairement, le signal est, entre guillemets, perdu dans le bruit. Et ce qui est important de noter, c'est que plus le rapport signal sur bruit est élevé, bah, du coup, plus la puissance du bruit est faible. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est que le rapport signal sur bruit soit le plus élevé possible, pour qu'en fait la puissance du bruit soit la plus faible possible, vu que la puissance du bruit est au dénominateur ici. Pour les mêmes raisons
qui nous ont amené à créer le gain en décibels, on va pouvoir créer en fait un rapport signal sur bruit en décibels pour pouvoir justement diminuer l'échelle de variation du rapport signal sur bruit. Et donc, on va retrouver une formule qu'on connaît déjà, au moins dans l'allure de la formule, c'est 10 fois le log de la puissance du signal sur la puissance du bruit. Et comme la puissance du signal, elle est liée à la tension efficace au carré du signal et la puissance du bruit, elle est liée à la tension efficace du bruit, pardon, ici au carré, eh bien, si on remplace, en fait, on voit qu'on va avoir la tension efficace du signal sur la tension efficace du bruit, le tout au carré, et le log de x au carré, en fait, ça fait 2 fois log de x. Donc le carré sort et ça devient un 20 ici. Donc 20 fois le log du rapport de la tension efficace du signal sur la tension efficace du bruit. Du coup, ici, ce qui va changer, en fait, sur l'axe de comparaison de la puissance du signal par rapport à la puissance du bruit, eh bien, c'est que la limite ici, c'est 0. Parce que si vous avez la puissance du signal qui est égale à la puissance du bruit, ça fait donc log de 1 ici. Donc 10 log de 1, ça vaut 0. Et donc, quand on a un rapport signal sur bruit de 0 décibels, c'est qu'en fait, la puissance du signal, elle est équivalente à la puissance du bruit. Si on est supérieur à 0 décibels, eh bien, du coup, c'est la puissance du signal qui est supérieure à la puissance du bruit. Et si c'est inférieur à 0 décibels, donc moins 10, moins 20, moins 40 par exemple décibels, la puissance du signal est plus petite que la puissance du bruit. Et du coup, on en a quasiment terminé avec le rapport signal sur bruit, parce qu'en fait, les formules sont assez simples à appliquer, elles sont déjà proches de ce que vous avez pu voir dans le chapitre. Le problème, c'est de déterminer, lui, la puissance du bruit, car souvent, justement, le bruit est un phénomène aléatoire, et du coup, l'allure, la représentation temporelle du bruit n'est pas périodique. Donc, on ne peut pas utiliser les formules classiques de puissance qu'on a vues depuis le début de l'année. Et c'est ce qui va nous amener à introduire une nouvelle grandeur qu'on appelle la densité spectrale de puissance. J'y viens tout de suite. Justement. Alors, comme le bruit n'est pas un signal périodique, en fait, on vous donnera un graphe. C'est la première possibilité pour pouvoir déterminer la puissance d'un bruit, un graphe qui représente justement la densité spectrale de puissance en fonction de la fréquence. En fait, c'est l'équivalent du spectre du signal, mais pour le bruit ici. Donc, l'unité ici, c'est en volts carrés par hertz. Et donc, ce qu'on appelle DSP, c'est la densité spectrale de puissance, ici, bon, bah, du bruit, parce que le bruit n'est pas un signal périodique ici. Et ça va nous permettre de déterminer la puissance moyenne d'un bruit. Donc, ce graphe vous sera donné. Et d'ailleurs, ça ressemblera rarement à cette courbe-là, hein. Là, j'ai fait quelque chose de façon un peu rapide. En fait, souvent, vous allez avoir un bruit blanc, c'est-à-dire qu'en fait, la densité spectrale de puissance, ça sera une droite parallèle à l'axe des abscisses. On prend du coup la méthode, comment vous allez arriver à trouver la puissance d'un bruit pour pouvoir déterminer le rapport signal sur bruit lorsque le bruit est un bruit blanc et qu'on vous donne justement un graphe de la densité spectrale de puissance. Première chose, il faudra repérer dans l'énoncé en fait la bande passante, c'est-à-dire qu'en fait le dipôle qui crée ce bruit, justement ce bruit blanc, souvent il est soumis à des signaux qui sont compris entre telle fréquence et telle fréquence. Donc, il faudra calculer justement la bande passante ici, que j'appelle Fmax moins Fmin, et ça sera indiqué dans l'énoncé à chaque fois. Il faudra ensuite prendre le graphe de la densité spectrale de puissance, repérer sur l'axe des abscisses Fmax et Fmin, d'accord, justement les deux valeurs limites de la bande passante. Ensuite, calculer l'aire qui est comprise entre la courbe qui représente la DSP, donc la densité spectrale de puissance, et l'axe abscisse, en faisant attention aux unités. Et en fait, cette aire-là, tout simplement, ça sera la puissance du bruit normalisée. C'est ce qui est écrit en fait ici, hein, pour ceux qui sont à l'aise avec la notation en intégrale, pardon, la puissance du bruit, en fait, c'est l'intégrale de Fmax, de Fmin à Fmax, pardon, de la densité spectrale de puissance. Pour que ça soit plus clair, je vous propose tout de suite un exemple. J'ai pris ici donc une représentation donc, des densités spectrales de puissance. Il y en a trois en fait ici, il y a trois courbes pour un conducteur ohmique de résistance 50 ohms, 400 ohms et 1100 ohms. Et ça, c'est à 20 degrés Celsius, même si ça n'a pas d'importance pour l'instant. Et la question qu'on vous pose, c'est de déterminer la puissance du bruit pour pouvoir après calculer le rapport signal sur bruit. Hein. Du coup, de la puissance du bruit, pardon, pour un conducteur ohmique donc, de 400 ohms. Donc déjà, on va prendre cette droite-là, hein, qui est là, qui est soumis à des fréquences entre 20 kHz et 80 kHz. Donc vous voyez qu'en fait, première chose, il faut repérer 20 kHz, 80 kHz. Et moi, je vais calculer la puissance du bruit. Donc du coup, en fait, il va falloir calculer l'aire qui est comprise ici, là. Hop, jusque là, jusque là. Donc ça donne quelque chose. Il va falloir calculer cette aire ici, en fait, qui est comprise donc entre la densité spectrale de puissance qui m'intéresse, donc la courbe qui correspond à une résistance de 400 ohms, et entre 20 et 80 kHz.
Donc, si je ne me trompe pas, ça va faire donc pour la longueur, pardon. Ici, pour la longueur, on a 60 kHz, 80-20. Et pour la hauteur, ici, on est à environ 7. Et alors, il faut faire attention, c'est 7 quoi? Eh bien, donc la densité spectrale de puissance, c'est 7, mais attention, fois 10 puissance moins 18 volts carrés par Hertz. Donc, il va falloir faire 80-20 kHz fois 7 fois 10 puissance moins 18 volts carrés par Hertz. Ça donne quelque chose comme ça, donc 7 fois 10 puissance moins 18. Donc ça, hein, ici, c'est cette hauteur ici. 80 kHz moins 20 kHz. Et on trouve que la puissance du bruit en volts carrés, ça donne cette valeur-là. Si jamais on vous demande de calculer le rapport signal sur bruit, il vous reste à faire quoi? Eh bien, à prendre, s'il est en décibels, 10 log de la puissance du signal. En général, vous arrivez facilement à la connaître grâce aux formules déjà vues dans le cours, sur la puissance du bruit qu'on vient de calculer là. Maintenant, on a aussi une autre possibilité, c'est qu'on ne vous donne pas ici la densité spectrale de puissance, mais la racine carrée de la densité spectrale de puissance. Et là, vous dites pourquoi on vient me redonner un autre graphe alors qu'on avait déjà une première méthode. En fait, ce sont les constructeurs des dipôles qui très souvent vous donnent en fait comme graphe la racine carrée de la densité spectrale de puissance au lieu de donner la densité spectrale de puissance. Donc moi, je l'ai noté dans mon cours EN, cette racine carrée de la densité spectrale de puissance. Et comme c'est la racine carrée, eh bien, la DSP, elle était en volts carrés par Hertz. Donc si on fait la racine carrée, ça fait des volts par racine de Hertz. Et pour calculer du coup la puissance du bruit, ici, du bruit blanc, il va falloir faire quoi? Eh bien, il va falloir appliquer tout simplement cette formule-là, où vous allez lire en fait EN sur le graphe, Fmax moins Fmin, c'est la bande passante de tout à l'heure, et il faudra donc appliquer cette formule pour avoir la puissance du bruit. Ou si jamais on vous demande la tension efficace, eh bien, il faudra appliquer cette formule-là. Voilà. Donc, je vous propose d'utiliser un exemple où justement j'ai pris un amplificateur linéaire intégré, un ALI, bon, dont je vous donne le modèle, et ce graphe est donné par le constructeur. Donc déjà, on sait qu'il y a deux courbes, la courbe du courant et la courbe de la tension. Donc nous, on s'occupe uniquement de la courbe de la tension. Et la question qu'on vous pose, c'est de déterminer la puissance de bruit si justement ce dipôle, d'ailleurs c'est pas un dipôle, mais c'est un quadripôle, donc cet amplificateur linéaire intégré est soumis à des fréquences entre 100 Hz et 1 kHz. Donc, entre 100 Hz et 1 kHz, en fait on est ici, et on voit que du coup, ici, là, on a la racine carrée de la densité spectrale de puissance qui est constante, donc on a bien un bruit blanc. Et en fait, on est sur cette graduation-là. Alors, il faut faire attention à cette graduation-là, hein. Ce n'est pas 2, mais c'est bien 3, parce qu'en fait, ici, on a 1, 2, 3. Et c'est 3 quoi? C'est 3 nanovolts par racine de Hertz. Donc, du coup, on va lire que EN, c'est 3 nanovolts par racine de Hertz. D'accord? Donc, ça, c'est EN. En fait, ça correspond à leurs données. Et ensuite, j'applique la formule pour obtenir la puissance, c'est-à-dire je mets ça au carré et je multiplie justement par la bande passante, c'est-à-dire 1000, 1 kHz, moins 100. Et je trouve donc 8,1 fois 10 puissance moins 5 volts au carré. Voilà pour ces deux exemples et pour le rapport signal sur bruit.